a des personnages qui sont témoins de l'histoire. Et aujourd'hui, on est extrêmement content de recevoir M. Alain Marcoux, qui a été justement un témoin de l'histoire, mais à travers plusieurs décennies. Donc, tout d'abord, M. Marcoux, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, M. Igor. Content de vous recevoir. Moi aussi, de vous rencontrer. Avant, je ne vous connaissais pas vraiment. J'avais entendu parler de vous et Gaétan Lelièvre, notre analyste politique préféré, m'est arrivé l'autre jour en me disant Alain Marcoux vient faire un tour en Gaspésie et ce serait peut-être intéressant de le rencontrer. Ça fait que j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé un petit peu votre histoire de vie. Vous avez même justement un article sur Wikipédia, ce qui ne m'arrivera jamais dans la vie. Et quoi qu'il en soit, quand je regarde justement, petit récapitulatif, vous êtes né le 10 août 1945 à Saint-Norbert, donc vous êtes fils d'agriculteur, si je ne m'abuse. Oui. Et vous avez été dans la politique, mais que ce soit au niveau provincial, au niveau municipal et autres, qu'on pense par exemple, vous avez été député de 76 à 85, vous avez été ministre à plusieurs reprises, donc ministre des Travaux publics et de l'approvisionnement, ministre du Revenu, ministre des Affaires municipales, ministre délégué à l'aménagement. Vous avez travaillé pour la ville de Sainte-Foy, si je ne m'abuse, la ville de Québec, la ville de Montréal. Vous avez vu neiger? Oui. J'ai été extrêmement chanceux dans ma vie parce que j'ai travaillé avec 5 grandes personnalités du Québec qui m'ont beaucoup appris. J'ai côtoyé M. Lévesque durant 18 ans et 9 ans comme député à l'Assemblée nationale. 4 ans et demi comme député adjoint parlementaire, 4 ans et demi comme ministre. Ensuite, j'ai travaillé 11 ans avec la mairesse André Boucher, qui était quand même la mairesse. 4 ans après les fusions municipales de Québec avec M. Jean-Paul Lallier, comme directeur général adjoint. Autre personnage. Oui. Et ensuite, Mme Boucher, à nouveau 2 ans, qui est décédée pendant son mandat. Et 6 ans avec M. Labaume. Et ensuite, 4 ans avec M. Coderre. Alors moi... je pense qu'il n'y a pas de personne plus chanceuse que moi au Québec. Je connais personne qui a pu travailler avec 5 personnes aussi, qui ont marqué autant, soit l'histoire du Québec, l'histoire municipale, je répète, M. Lévesque, Mme Boucher, M. Lallier, M. Labaume, puis M. Coderre. Disons que j'ai eu 5 grands professeurs. Disons que vous avez vécu, vous avez travaillé avec des personnages pour le moins colorés. Colorés et des personnalités fortes, puis qui apprennent à distinguer l'œuvre de la personne. L'œuvre, je vais vous donner un exemple en dehors des personnes que j'ai. Jean Garon, c'était le meilleur ministre de l'Agriculture du Québec depuis 200 ans. Mais il y avait une personnalité particulière. Difficile. Oui. Alors, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient toutes une grande personnalité. Je vais vous donner un paradoxe. Tout le monde jugeait Mme Boucher comme une tigresse, une lionne, tout ça. Mais dans la vie quotidienne de la gestion de la ville de Sainte-Foy, 11 ans avec elle, c'était une personne très charmante avec laquelle travailler, puis qui aimait la contradiction, la discussion, etc. Alors moi, j'ai été extrêmement chanceux tout au long de ma vie et de ma carrière. Quand vous regardez ces personnages-là, est-ce qu'il y a des traits de personnalité particuliers qu'on retrouve à travers ou est-ce que chacun vraiment a sa... Chacun est vraiment différent. M. Lévesque, quand j'étais jeune, était perçu comme un dictateur. Des années, on le présentait comme un communiste, dictateur, socialiste, dans les années 60, l'opposition, tout ça. En réalité, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup confiance à chaque membre de son conseil des ministres, qui déléguait beaucoup, puis intervenait sur les questions clés, sur les grandes orientations. On avait des mandats précis, on savait ce qu'on avait. Alors, il faut toujours distinguer l'image de la réalité, mais moi, j'ai travaillé avec 5 personnes ces 5 personnes-là qui ont beaucoup réalisé pour le Québec ou pour le monde municipal, mais en travaillant pour le monde municipal, c'est aussi le Québec quand tu es à Montréal. Là, le redressement de la ville de Montréal que le maire Coderre a fait après les 12 années du maire Tremblay, puis la corruption et tout. On l'oublie aujourd'hui parce que M. Coderre a une vie plus difficile par la suite. Mais quand il était maire de Montréal, là, il a fait de grandes choses pour Montréal. Il a redressé 12 ans d'ineptie par 4 ans de rectitude financière, de gestion, etc. Je pourrais dire la même chose des 5 personnes que je vous ai nommées. Ça, mais on s'entend aussi que c'est des personnages qui... il y a eu des pros et des pros
disons, par rapport justement à leurs actions. Qu'on pense, par exemple, bon, M. Coder, c'est une chose, M. Labaume, c'en est une autre, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut penser que c'est des gens qui sont parfois emportés, c'est des personnalités fortes? Oui. Ils sont toujours emportés. Toujours? Tous emportés. OK. Oui. Mais moi, comme j'étais directeur général de la ville de Sainte-Foy, de la ville de Québec, de la ville de Montréal, mon rôle... moi, j'ai très bien fonctionné avec chacune, parce que je connaissais bien mon rôle de directeur général. Les orientations de la ville, puis la visibilité publique, c'était au maire et aux mairesses. Alors, j'étais dans la gestion de la fonction publique. À Montréal, 26 000 employés. À Québec, 5 000 employés. C'est des armées, ça. Quand j'étais ministre du Revenu, 5 000 employés aussi. Bon, alors, il faut savoir jouer son rôle et sa partition. Et... finalement, c'est l'élu qui décide, c'est lui qui est élu. Mais ces personnages avec on va le dire, des personnalités fortes, avec des opinions fortes, avec des visions, est-ce qu'elles sont toujours claires? Ça, c'est moins clair. Oui, c'était... Madame Boucher, c'était oui ou non. Puis quand il fallait écrire aux gens pour une demande, puis leur dire, votre demande est refusée, elle disait, M. Vercoux, je vais écrire moi-même, ils ne reviendront pas à la charge. Quand c'était oui, c'était moi qui écrivais. Quand c'était non. Alors, exemple de personnalité différente. Il n'y a personne qui doute que M. Labaume avait une personnalité forte, puis que quand c'était oui, puis quand c'était non, c'était non. Ainsi de suite. Bon. M. Lallier était plus dans la concertation, la consultation, la conciliation. Il savait où il voulait amener la Ville de Québec. Ça, c'était clair, mais c'était une autre approche. M. Coder était plus dans le style de M. Labaume. Des idées claires, des opinions, puis on s'en va là. Puis, par ce moyen-là. C'est ça. Il y en a qui veulent qu'on y aille ensemble, alors qu'il y en a d'autres qui veulent les amener à. Oui. On pourrait résumer la chose comme ça. Oui. Par exemple, M. Lallier, c'était vraiment... On veut aller là, mais on peut y aller par toutes sortes de chemins, par la consultation, la concertation, mais il doit y avoir une décision au bout. C'était pas comme Jean Doré, l'ancien maire de Québec, qui consultait de Montréal, consultait, mais on voyait pas la décision au bout. Alors, M. Lallier consultait, il rencontrait beaucoup de groupes, mais moi, il y avait une décision. Puis est-ce que c'était limité dans le temps? Est-ce qu'il fallait que, comme par exemple, consulter, bon, M. Doré, on consultait longtemps, jusqu'à ce que quelque chose se passe ou pas. M. Lallier, donc, on consultait. Est-ce qu'il se donnait comme il faut qu'on consulte jusqu'à telle date, à telle date, il faut qu'on ait pris une décision, ou est-ce qu'il attendait qu'il y ait un consensus qui se fasse quelque part? Non. Il suscitait des consensus, c'est pas l'unanimité, ça. Les gens confondent souvent. Personne confond consensus et unanimité. Alors, je disais, aucun de ces personnages-là ne souhaitait l'unanimité, surtout pas Mme Boucher ou M. Labaume, ou M. Coder. Alors, non, on tenait compte de la conjoncture. C'était des gens qui avaient l'esprit tactique et stratégique, les deux, la plupart du temps. Alors, stratégique, c'est une vision à plus long terme. Tactique, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le prochain mois pour atteindre des objectifs. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec 5 personnalités fortes qui ont beaucoup donné au Québec. Puis là, on s'entend que dans ces univers-là, c'est toujours une question de contexte. Contexte immédiat, contexte provincial, contexte national. Puis on s'entend également quand même que la réalité vous avez vécu les dernières décennies, disons, vous avez vu à quel point le monde a changé. L'accès à l'information, la façon dont les gens s'expriment et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on fait... Après ça, on passera à autre chose, mais je me demande toujours, quand on est directeur général ou quand on est ministre avec des personnalités aussi fortes, intérieurement, comment est-ce qu'on gère ce genre de personnalité? Est-ce qu'on se dit, je vais faire le canard, là, puis on reste calme, puis on pédale en dessous, ou... Non, moi, je n'étais pas de ce genre-là. J'exprimais très clairement mes opinions, mes recommandations. Puis, je savais que j'étais un gestionnaire, là, que c'est pas moi qui étais élu. Sauf comme ministre, là, c'est différent, mais les autres fonctions. Alors, ça, j'ai toujours eu un profond respect pour les élus. Et ils le sentaient. Ça, on le sent, là. Mais mon rôle, c'est de faire que les choses arrivent. Comme gestionnaire, c'est que la fonction publique se mette au service des objectifs des élus,
puis des citoyens surtout, là. Parce qu'il y a deux façons de voir la gestion publique. C'est souvent on a l'impression, quand on regarde la bureaucratie, que les citoyens sont au service de l'État. Mais je peux vous dire que toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, toutes ces personnes-là, eux autres, l'État était au service des citoyens, là. C'était pas les citoyens au service des bureaucrates. C'était les bureaucrates au service des citoyens. Ça change tout, ça. Comme façon de travailler et perception. Quand on sait qu'on est d'abord au service des citoyens, plutôt que les citoyens correspondent à nos normes, à nos critères. Alors, puis là, comme directeur général, justement, est-ce que vous étiez au service de l'appareil, des politiques, ou est-ce que vous perceviez davantage comme au service? Comme directeur général, j'avais la double fonction de faire en sorte que les volontés des élus se réalisent. Mais l'autre fonction aussi, les fonctionnaires ont souvent d'excellentes idées. C'était de les promouvoir et présenter ces idées-là aux élus ou mes propres idées, parce que, bon, j'avais une formation, puis j'étais renommé pour dire ce que je pensais. Alors, le rôle d'un directeur général, c'est dans les deux sens. Si tu fais juste comme on dit l'expression anglaise, top-down, les gens vont dire, ben là, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Puis si tu fais juste du down-top, les gens vont dire, ben les élus, ils savent à quoi, là? Mais j'ai constaté souvent que les élus étaient en avance sur la fonction publique. Et souvent, par rapport à... Mais la fonction publique, c'est un peu des exécutants de la volonté politique, non? Non, mais ils défendent souvent le passé, ce qu'ils ont réalisé. On a toujours fait ça comme ça. Je vais vous donner un exemple. Mme Boucher, c'était les parcs, il fallait les rendre accessibles en tout temps. Dans la fonction publique, c'était de telle heure à telle heure, c'était quelle équipe de tennis, c'était là. Les tennis vont être ouverts, puis les gens sont là, puis ils jouent s'il y a de la place, puis ils se font leurs propres horaires. On fait un parc, on ne programme pas tout le monde. Alors, déjà, elle était dans l'idée de l'accessibilité libre au plateau récréatif, alors que la fonction publique, c'est on va gérer... ça, puis la fonction publique, c'est une chose... Elle était en avance sur son temps. Ben, c'est ça. Et puis, jusqu'à un certain point, bon, c'est quand on est directeur général, j'imagine, bon, faut faire en sorte que les choses se passent avec les fonctionnaires, avec les différents niveaux de fonctionnaires, plus les syndicats, plus... Oui, c'est ça. Puis là, c'est... Puis... entre être directeur général pour une ville qui représente à peu près quand même la moitié de la population du Québec, c'est beaucoup, et être ministre. C'est quoi le plus difficile? Être ministre, c'est parce que là, on a la tête sur le bio à chaque fois. Quand on est directeur général, un peu moins ou pas? Plus difficile. J'ai de la misère. Pour moi, j'ai jamais vu ça comme ça parce que j'ai constaté dans ma vie que souvent, les gens ont plusieurs talents. Moi, j'ai aimé le travail de personne politique, de ministre, puis j'étais un ministre quand même plus dans l'ombre, sauf à affaires municipales, là, travaux publics. Travaux publics et approvisionnement, j'ai aboli le ministère pour créer la Société immobilière du Québec, qui est devenue la SQI maintenant. Ministre du Revenu, tu es là pour collecter les impôts. C'est pas toi qui fais politique fiscale, c'est le ministre des Finances, c'est M. Parizeau. Alors, comme les affaires municipales, là, tu as un rôle plus proactif, parce que c'est toi qui fais des nouvelles politiques pour faciliter le travail des élus. Pour moi, je peux pas dire l'un a été plus difficile que l'autre. Je ne referai pas de la politique. Je n'ai pas souhaité en faire par la suite. Mais j'ai beaucoup aimé faire de la politique, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé être gestionnaire. Puis prendre des décisions. Parce que là aussi, le maire ou la mairesse peut te laisser... Une fois que la confiance est créée, tu as une marge de manœuvre inouïe pour prendre des décisions puis influencer la façon dont la fonction publique gère les résultats. Ça, vous retrouvez finalement, quand vous êtes directeur général, vous vous retrouvez finalement en mission. On vous donne une mission, puis là, il faut trouver moyen que ça se réalise sur le terrain, finalement. Oui, mais le défi, c'est de rendre la mission opérationnelle, concrète, axée sur les résultats. Parce que moi, j'ai toujours été obsédé par... la gestion, c'est pas compliqué. Là. Les gens, il y a des grands livres décrits, mais c'est vision, avoir une vision de où on veut aller, des objectifs, des résultats, des cibles à atteindre, puis le bilan. C'est 5 mots. Vision, objectif, cible, résultat, bilan. Puis quand tu as ces 5 mots-là,
T'as géré la boîte. Présenté comme ça a l'air simple, mais j'ose même pas. On s'entend qu'il y a une certaine planification à travers tout ça et tout. Oui, là, puis il y a de la planification, plus des ci, tactiques. plus de ça. Puis, comme dit, il y a des relations avec les syndicats, des relations avec tous les élus. Chaque élu a son agenda. Mais quand tu as les grandes orientations du boss, tu peux dire à un élu, non, c'est pas des priorités de maire, ça, ou de la mairesse, là. C'est votre priorité. Allez convaincre la mairesse ou le maire que c'est sa priorité. Après ça, moi, je vais la mettre en œuvre. Mais c'est comme ça que je gérais. 5 mots clés. 5 mots clés. OK, bien, je vais essayer de les retenir. C'est facile. Vision, objectif, cible, résultat, bilan. OK, c'est clair que c'est une recette, ça. Oui. OK, on va travailler là-dessus. N'en demeure pas moins que, donc vous avez tout ce parcours-là, vous avez rencontré toutes sortes de personnages à travers tout ça. Et de toute évidence, René Lévesque a probablement été un des personnages qui vous a marqué le plus. Par rapport à la vie politique québécoise, c'est sûr que c'est lui qui est... Par rapport à la vie politique municipale, celle qui m'a appris à la gestion municipale, c'est Mme Boucher. J'ai travaillé 11 ans de temps avec elle. Puis elle était aussi bonne gestionnaire, scène par scène, que la vision de la ville. Puis les grandes batailles qu'elle a fait pour... Quand elle est arrivée au pouvoir, le service de la dette de Ville-Sainte-Foy était 32 %. Puis quelques années plus tard, c'était rendu à 23 %. Alors, c'était une gestionnaire, en plus d'une femme politique, qui adorait la politique au bout. Oh, mais c'était une lionne. Là. Elle a été prête à se battre à peu près avec n'importe qui. C'est une bataille dans une ruelle. Je pense que ça ne l'aurait même pas inquiété. Puis elle aurait probablement gagné. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les choses sont un peu plus calmes. Ben oui, j'ai presque 81 ans. Je suis à la retraite depuis 4 ans. J'ai pris ma retraite à 77 ans. Alors, oui, les choses sont plus calmes. D'accord. N'en demeure pas moins, par contre, que vous êtes... vous continuez de vous impliquer au niveau comment dirais-je, à différents niveaux. À ce temps-ci, je m'implique surtout dans l'espace René Lévesque. Je suis membre du conseil d'administration depuis 3 ans. Et l'espace, dans les 3 dernières années, a vécu des étapes importantes. Après 5 ans, on avait le droit... On était reconnu comme musée par le gouvernement du Québec, par le ministère de la Culture, ce qui fait qu'à l'avenir, on va être éligible au programme de subvention que le ministère... Tant que tu n'as pas le statut de musée, tu n'es pas appliqué aux programmes spéciaux qui sont offerts au ministère. Alors, ça, c'est... Par exemple, là, on a appliqué pour améliorer notre exposition, qui est là depuis 8 ans, depuis que l'espace existe, pour avoir une deuxième exposition, peut-être un deuxième documentaire, améliorer la salle où il y a différents exhibits et tout. Et alors, c'est un beau défi. Puis l'autre défi, bien, on veut convaincre le ministère de la Culture de nous confier la gestion de la maison natale de M. Lévesque à New-Carlisle quand elle sera rénovée dans environ 2 ans. Parce que l'intention originelle, il y a 15 ans, ceux qui ont pensé l'espace René Lévesque, ils voulaient acheter la maison natale. Mais la propriétaire a refusé de la vendre. Alors, ils ont acheté un terrain sur la route 132 et ils ont créé un bâtiment, un musée-jardin que, quand on visite, on est ébloui, un documentaire inouï. Puis le gouvernement du Québec a acheté, il y a quelques années, a exproprié le propriétaire puis a acheté la maison natale. Et là, ils sont en train de faire toutes les études, puis les travaux vont commencer d'ici la fin de l'année pour la rénover à l'identique au moment où M. Lévesque... Bon, évidemment, c'est seulement le rez-de-chaussée qui sera accessible à la population parce que le deuxième, ça prendrait des escaliers, ça déformerait tout le charme. Et alors, le ministère est en train de préparer, les travaux vont être finis. Et normalement, l'intention du ministère, c'est en 2028 de l'ouvrir au public. Et nous, on croit avoir l'expertise pour maintenir les 2 lieux, l'espace René Lévesque et la maison natale, puis un lien piétonnier qui peut être facilement fait en... C'est 10-12 minutes ou 13 minutes de marche. Alors, on a de grandes ambitions pour l'espace René Lévesque. Puis là, on s'entend de toute façon que la vie de l'enfance de René Lévesque, jusqu'à un certain point, c'est une partie de sa vie, alors que l'espace René Lévesque, c'est l'ensemble de son œuvre. À la fois l'œuvre politique, l'œuvre journalistique, c'est les 2 grands piliers. Puis d'ailleurs, dans cet esprit-là, maintenant, il y a un colloque annuel de journalisme à Carleton, oui. qui est
qui est subventionné par la Fondation René Lévesque, c'est une autre chose, ça, qui est à Montréal, puis qui subventionne des projets qui font connaître M. Lévesque. Alors, nous, on a un site concret, opérationnel, c'est un musée. Alors, l'espace, c'est pour mettre en lumière l'ensemble de l'œuvre, des réalisations de M. Lévesque, alors que la Maison natale, c'est dans quel milieu il a vécu avant que son père l'envoie au collège de Gaspé pour lui serrer serrer le cadre un peu. Mais de toute façon, René Lévesque avait son caractère. Puis à cette époque-là, il en fallait. Oui. Pour ma part, j'estime que la Révolution tranquille, c'était quoi? À peu près, c'était un 15 ans, mais absolument intense, justement, où René Lévesque a été une des locomotives à travers tout ça. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que René Lévesque, on continue de parler de lui. Oui. Mais beaucoup s'en réclament. Et quelque part, parfois, j'ai le sentiment que comment dirais-je, on béatifie jusqu'à un certain point René Lévesque. On s'en réclame, on dit de toutes sortes de choses à son sujet. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a justement Jean-François Lisée, c'est une machine, cet homme. Oui. Quoi qu'il en soit, on est rendu au 2e livre de Lévesque-Trudeau, leur révolution tranquille. Et là, moi, je pensais que c'était une bilogie. Ça va être 4 livres. 4 livres. L'an passé, il a publié le premier tome, c'était Lévesque Trudeau, leur enfance, notre histoire. Là, c'est leur révolution tranquille, notre histoire. Alors, il y a comme toujours à peu près 3 chapitres. Un chapitre sur M. Lévesque, un chapitre sur M. Trudeau et un chapitre sur le contexte. Qu'est-ce qui se passait dans l'ensemble de la société? Je l'ai acheté la semaine passée, puis en 4 jours, je l'ai lu au complet. Ça se lit, c'est très facile. Et ça nous rappelle toute l'histoire dans ce tome-là. C'est de 1960 à 65. Le lancement de la Révolution tranquille, la nationalisation d'électricité, la création du ministère de l'Éducation, etc. Il faut voir que ça rend bien par rapport au temps. M. Trudeau, à ce moment-là, était plus en réserve. Je ne veux pas te donner les secrets du livre, mais M. Trudeau n'avait pas la vie publique entre 60 et 65 que M. Lévesque avait. Mais il faut voir que on a rencontré récemment M. Alexandre Cloutier, qui est venu au souper-conférence de l'Espace Lévesque, puis il me demandait, j'ai pas trouvé beaucoup de textes de M. Lévesque sur l'éducation. Puis j'ai expliqué que pour lui, il prenait pour acquis, avec Paul Génin-Lajoie, la création du ministère de l'Éducation, ça a toujours été au cœur. Il a toujours dit, l'instruction d'un peuple, c'est l'avenir d'un peuple. Bon. Mais son obsession à lui, c'était les Québécois. Francophones ou autres, mais surtout les francophones, c'est l'obsession de la prise de contrôle économique et sociale de la société. Alors, pour lui, la nationalisation d'électricité, c'était les francophones du Québec vont prendre possession de l'avenir économique. Puis en même temps, le Parti libéral, à ce moment-là, a créé Rexfort pour la forêt, SOCEM pour les mines, la SGF, Société générale de financement, pour le financement déjà. Alors, l'obsession de M. Lévesque dans les années 60, 65, 66, c'était la prise de contrôle économique par les Québécois de leur développement et de leur revenu économique. Et on peut voir le succès 60 ans après, là. Je vais juste donner 2 chiffres. Il y a 15 ans, il y avait 805 000 bénéficiaires d'aide sociale au Québec. L'an passé, il en restait 270 000. Puis, si on tient compte de la quantité énorme de réfugiés et d'immigrants qu'il y a eu dans les 3-4 dernières années, ce serait peut-être 200, 220 000, mais 805 000 à 270 000 bénéficiaires d'aide sociale, c'est un changement social majeur. M. Lévesque serait extrêmement fier de ce que le Québec est devenu. Il faut que je vous donne un autre chiffre. J'écoute. Bon. Quand on était jeune, puis j'étais avec Bernard Landry sur le virage technologique, là, c'est Bernard Landry, il y a 50 ans, qui a sorti ça. Le taux de chômage du Québec était supérieur de 50 % en Ontario toujours. Si le chômage était à 8 % en Ontario, on était à 12. S'il était à 6, on était à 9. Mais là, ça fait déjà 3-4 ans que
le taux de chômage du Québec est inférieur à celui de l'Ontario. À Québec, à la ville de Québec, c'est le plein emploi depuis 20 ans. Mm-hmm. Vous me demandiez avant l'entrevue, est-ce que M. Lévesque serait fier de ce que le Québec est devenu? Il serait extrêmement fier. Parce que quand on regarde, je pourrais donner d'autres chiffres, mais quand on regarde les faits, puis M. Lévesque disait toujours, je me souviens de ça, les faits sont têtus. T'as beau dire n'importe quoi, là, si les faits ne disent pas ça, tu vas perdre la joute, tu vas perdre la game. Mais là, on s'entend que jusqu'à un certain point, le Québec, on s'entend que René Lévesque, justement dans ces années 60-70, René Lévesque et toute l'équipe finalement qui est arrivée au pouvoir a posé quelque part la fondation avec la nationalisation de l'électricité, ce genre de développement de différentes agences et ainsi de suite. Ils ont posé la fondation sur laquelle le Québec s'est construit par la suite. Moi, je me souviens qu'à une époque, on disait que la culture québécoise n'était pas exportable. On s'intéressait uniquement à nous-mêmes. On avait eu Félix Leclerc, mais c'était l'exception. Il y avait Robert Charlebois, il y avait Félix Leclerc, mais ça, c'est après. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que c'était jusque dans la fin des années 80 à peu près, le Québec était plutôt en train de se construire et par la suite s'est ouvert sur le monde. Il était intériorisé, puis il était en défense et protection. Mm-hmm. L'inverse, c'est on est en développement, en expansion, en extériorisation. Alors, quand on dit que la souveraineté, ça nous ouvre à l'international, M. Lévesque, c'était d'ouvrir le Québec à l'international. Mm-hmm. Alors, c'était la même chose avec le gouvernement Lesage, l'Office franco-québécois de la jeunesse, puis des choses comme ça. C'est de l'ouverture sur le monde. Mais ça, pour être ouvert sur le monde, il faut que tu aies une confiance en toi. L'œuvre principale de M. Lévesque, au-delà de la nationalisation, c'est d'avoir redonné confiance aux Québécois. Confiance dans leur talent, leurs compétences, tout ça, parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient nés pour un petit pain. Lui, vous savez, il disait toujours, on n'est pas né pour un petit pain. On est quelque chose comme un grand peuple, peut-être. Hein? Alors, donner la confiance, avoir une vision d'avenir, être en contact avec la planète, c'est ça que le message. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il serait très fier de ce que le Québec est devenu. Est-ce qu'on pourrait parler à ce moment-là que le Québec, non officiellement, quelque part, en devenant, comment dirais-je, maître en prenant les mains sur le volant, finalement. Oui. C'est le peuple québécois a mis les mains sur le volant, puis on a commencé à conduire par nous-mêmes notre destinée. Est-ce que c'était pas une forme de comment dirais-je, de souveraineté? Oui, bien, il y a la souveraineté, puis il y a les souverainetés. Puis là, je vais référer à Paul Géné-Lajoie, qui disait « Le Québec a l'extension internationale de ses pouvoirs. Mm-hmm. On a des pouvoirs dans l'éducation, dans la culture, on agit à l'international. On a des pouvoirs en santé, on agit à l'international. » Alors, la vision, ça, c'est déjà de la souveraineté, mais dans des secteurs. C'est pas la souveraineté d'un pays qui fait toutes ses lois, perçoit ses impôts, puis sa culture. Mais oui, vous avez raison de dire il y a des secteurs de souveraineté. Puis le grand pas qui a été franchi, c'est quand Paul Pérélajoie puis Jacques-Yvan Morin ont déterminé que le Québec avait l'extension internationale de ses pouvoirs. Et c'est pas rien, les pouvoirs en culture, en éducation, en santé, une partie des pouvoirs économiques. Oui, il y a une extension, il y a une vision de la souveraineté sans avoir la souveraineté totale qui était déjà là. Ça fait qu'au niveau économique, on a réussi à avoir une certaine souveraineté, on va le dire, avec, en ayant des comment dirais-je, des piliers de base. C'est nous autres qui avons inventé la caisse de dépôt. C'est Jacques Parizeau qui a inventé la caisse de dépôt. C'est nous qui avons inventé les garderies. Bon, les garderies, on avait le taux de participation des femmes très bas au Canada. Mm-hmm. Mais avec les garderies, on est maintenant la province où le taux de participation au marché du travail des femmes est le plus élevé. Puis même, il y a un partage maintenant entre l'homme et la femme qui peuvent partager la garde, tout ça. Alors, je pourrais multiplier 7-8 exemples qui montrent qu'il y a eu un grand bond en avant. Mm-hmm. Pas Mao, pas le bond de Mao, puis il y a eu un grand bond en avant du Québec dans les 60 dernières années. Effectivement. Donc, on peut dire que, puis très sincèrement, il suffit de regarder, parfois, en tout cas, j'ai l'impression que la place du Québec sur la scène culturelle internationale est pratiquement disproportionnée.
par rapport à la taille de la population, le rayonnement du Québec à l'international, c'est surprenant. Oui, c'est un immense succès. En fait, il y a des secteurs où on était moins présent, l'automobile, tout était en Ontario, mais par contre, il y a un effet de balancier. Je veux dire, c'est sûr qu'en Ontario, ils n'ont pas les vedettes internationales qu'on a eues au Québec et que nous avons au Québec actuellement. C'est de quoi être très fier. Très fier. Ça, c'est par rapport au Québec de René Lévesque et tout. Aujourd'hui, là, c'est bon, on va se transporter aux environs de 2026, n'est-ce pas? Puis je vous avais averti juste avant l'entrevue. N'en demeure pas moins que... J'aurais été déçu que vous n'en parliez pas. Et puis, on est présentement en fin de session parlementaire. Il reste quoi, à peu près une semaine ou quelques jours et des poussières. Et là, tout le monde est un peu sur les blocs de départ. On se prépare à la prochaine élection qui aura lieu à l'automne. On voit que tout le monde est en train de définir un petit peu... définir l'autre et se définir soi-même. Se définir soi-même, voir le tracé. René Lévesque, donc, a été chef du Parti québécois pendant quelques années. La fin a pas le départ de René Lévesque du Parti québécois n'a pas nécessairement été calme, disons, pour le moins. Okay. Aujourd'hui, quand on regarde le Parti québécois avec son chef Paul Saint-Pierre Plamondon, si René Lévesque était nationaliste, il était souverainiste, il n'était pas nécessairement indépendantiste à tout craint. Oh, ça, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Puis, quand vous allez lire le livre de Jean-François Cloutier, il était indépendantiste bien avant de créer le Parti québécois. Mm-hmm. Mais il a fait évoluer. Il disait, pas séparatiste aujourd'hui, mais je pourrais le devenir. Il disait ça comme ça. Il disait ça sur le réseau anglais, le réseau français. Parce que de 62 à 65, vous allez voir qu'il a fait plusieurs déclarations, mais on les a pas mis en valeur. M. Lévesque, sans douter, est devenu souverainiste, comme Jacques Parizeau est devenu indépendantiste, qu'on utilise le mot qu'on veuille. Et je suis sûr que... À ce moment-là, justement, si René Lévesque était comme plus, comment dirais-je, plus délicat, pour le dire comme ça, par rapport à son discours, par rapport à la souveraineté, par rapport à l'indépendance, est-ce que vous trouvez que actuellement, par rapport au Parti québécois, où Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, met de l'avant, mais sérieusement de l'avant, la thématique de l'indépendance, dans le contexte actuel, est-ce la meilleure approche? Mais M. Lévesque, contrairement à ce que vous dites, il n'était pas délicat quand il parle. Moi, j'ai assisté à des centaines de discours de M. Lévesque, là. Quand il parlait de notre rapport au Canada anglais et à Ottawa, là, son discours était pas mal plus violent que celui de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Quand vous dites on sanctifie, on béatifie, on devrait relire les discours de M. Lévesque. Moi, j'ai assisté à ces discours. C'était d'une violence verbale, pas violence physique ou militaire, violence verbale. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon défend simplement ce pourquoi le Parti québécois a été créé. Mais le contexte de l'époque était différent. On scandalise que Paul Saint-Pierre Plamondon dise « Moi, je veux faire de la souveraineté. » Dans l'indépendance. Bon, l'indépendance, c'est la même chose. Là. Bon. Oui, alors t'as joué sur les mots. Il veut faire l'indépendance, puis il taponne pas autour du sujet. Il est très transparent. Tu sais, c'est pas nonobstant peut-être, nonobstant oui, non, peut-être, je vais y repenser, je vais consulter. Non. Au moins, il est franc. Très franc et cohérent et une permanence dans la pensée. Bon. Et une cohérence de la pensée. Alors, bon, les Québécois, actuellement, les sondages l'indiquent, ils sont pas prêts à faire la souveraineté, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas prêts à élire un parti souverainiste, comme en 1976. En 1976, ils ne décidaient pas de la souveraineté, ils décidaient d'élire un parti souverainiste qui, 4 ans après, a fait un référendum. Alors, on peut marcher, puis marcher de la gomme en même temps, comme disait Parizeau. Durant 4 ans, de 1976 à 80, le Parti québécois a fait l'assurance automobile, la réforme de la santé et sécurité du travail, le zonage agricole, la réforme du financement des politiques, la loi des partis financement des partis politiques, la loi 101, tout ça, en préparant le référendum. C'est la même chose que M. Saint-Pierre Plamondon va faire. Durant 3 ans, il va
réaliser les engagements électoraux qu'il va prendre en septembre-octobre. Puis en même temps, il va préparer. On l'a déjà vécu, ça. Il suffit de la même attitude. Je gouverne pour le bien des citoyens, mais en même temps, je prépare un référendum où les citoyens du Québec vont se prononcer sur l'avenir de leur nation, leur pays. Est-ce que le contexte s'y prête? Quand on regarde, on s'entend contexte, qu'en 1976, c'est une chose. Quand Jacques Parizeau a été élu en 1994, l'adhésion à l'indépendance était autour de 35, 36, 34. Puis on a monté à 49,5 ou 0,6. Bon. Alors, la conjoncture se crée comme, je vais vous donner un exemple où tout change. M. Trump a été élu il y a 1 an et demi. Hein? Réélu, oui. Oui, mais ça a changé toute l'histoire de la planète. Bon. Alors, après l'élection du Parti québécois, c'est ce qui arrive, c'est le choix des Québécois, l'automne prochain, bien, c'est sûr que ça va amener des changements d'attitude, des changements d'esprit. Puis ce qui était virtuel va devenir moins virtuel. Ce qui était possible va devenir plus possible. Puis du possible au probable, puis du probable à la réalisation, c'est des marches. Alors, faut laisser le temps aussi faire son œuvre, mais avec du leadership. Et c'est ce qu'a M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Comme il dit, il niaise pas avec le POC. Hein? La saison de hockey, presque. La nôtre est finie, mais alors, il niaise pas avec le POC. Il est clair, franc. Puis quand je regarde l'équipe qui est en train de constituer, je suis estomaqué positivement. Là. Les annonces de candidats dans chacune des régions, c'est vraiment intéressant. Bon, ça c'est... Puis je ne serai pas candidat, là, je vous rassure, Igor. Quel dommage. Parce que de toute évidence, vous avez la flamme et la fibre. Parce que vous m'avez demandé tantôt si j'ai oublié dans quoi je m'investissais, l'espace René Lévesque. Mais en 2022, j'ai fait du porte-à-porte, puis des téléphones, puis posage d'affiches dans le comté de Camille-Lorrain. Ah, d'accord. Bon. Puis là, j'ai commencé à faire du porte-à-porte dans le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques, où Philippe Schnob est candidat. Je fais du porte-à-porte durant une quinzaine de jours, puis je vais recommencer au mois d'août-septembre. Alors, oui, ça fait partie de mes loisirs, l'engagement politique. Mais comme simple militant, comme je le faisais en 68, 69, 70. D'accord, donc on peut s'attendre à ce que justement, à la prochaine élection, vous allez faire probablement porte-à-porte, poser des affiches, déjà commencé. Déjà commencé. Oui. L'été, il fait beau, une mais chance. Mais c'est bon, les signes sont bons. Les signes sont bons. Dites-moi, par rapport à l'espace René Lévesque, oui. Là, on s'entend, on retourne là parce que quelque part, vous êtes de passage dans la région, entre autres, pour ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider justement l'espace René Lévesque? Bien, les gens qui veulent l'aider peuvent aller sur le site de l'espace René Lévesque, puis ils peuvent faire des dons, puis des dons qui sont déductibles d'impôts. Puis l'autre façon d'aider, c'est d'en parler pour que les gens, lorsque les citoyens ou les touristes passent à New Caroline, qu'ils arrêtent de passer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à l'espace René Lévesque. Puis dans 2 ans, bien, on va ajouter la visite de la maison, du rez-de-chaussée de la maison René Lévesque. C'est la meilleure façon d'aider. D'accord, puis effectivement de revoir un petit peu l'histoire et voir justement d'où René Lévesque quand même nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. D'où on est parti, où il nous a amenés, puis la richesse des compétences et la diversité des compétences, tu sais, entre un excellent journaliste, un excellent reporter, vulgarisateur, puis un excellent premier ministre qui a fait avancer le Québec, là, tu sais, de 76 à 85. Le Québec a fait de grands pas, de grands pas. Effectivement. Monsieur Marcoux, merci beaucoup. Et puis, merci, Monsieur Igor. On a hâte de voir justement, de vous voir faire du porte-à-porte, puis de suivre justement la prochaine élection qui risque d'être... Ah, moi, je ne la suivrai pas. Je vais participer comme militant. Merci encore. Merci, Monsieur Igor. Alain Marcoux, donc, c'est pas compliqué, il y a les encyclopédies là, qui traînent sur le web, puis il y a M. Marcoux, justement, qui nous raconte un petit peu l'histoire du Québec. Parce qu'on va se le dire, de ces quelques dernières décennies à peine, le Québec est devenu une entité à part entière, et on en est fiers.